Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast qui parle de géosciences, géospatiale, technologie de l'information, biologie, qui s'intéresse aux sciences géospatiales en général, tout en prenant une bière. Sirotant une bière. En sirotant, juste une, pour... Avec moi, mon fidèle co-animateur, Jonathan. Comment ça va, Jonathan? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Le couteau entre les dents. Ah ouais? Ah ouais, le couteau entre les dents. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Hey, dis-moi, Jonathan, est-ce qu'on a des commanditaires pour cet épisode? Ouais, nos fidèles partenaires. Donc, l'Arbre et Associés. On a Balise. On a Coda. On a H4G Géomatique. Et on a Jacques Artaud. Donc, merci à tous nos partenaires. Oui, un grand merci. Vous êtes la raison pour laquelle on est capable de continuer à faire ce podcast-là et vous faire découvrir des personnalités du monde de la géomatique hors du commun. Pas juste la géomatique. Des sciences géospatiales. Aujourd'hui, on reçoit à l'épisode M. Nicolas Gignac de la Protection de la faune. Salut Nicolas, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci de l'invitation, les gars. J'adore ce que vous faites. Fait que je suis très content que vous fassiez avancer la géo de façon générale au Québec. Fait que donc, si je peux donner un petit peu de ce que j'ai fait à d'autres dans cette période ici, là, ça va être super. Fait que continuez, je vous encourage. Ben good, merci. Merci beaucoup. Puis merci aussi pour la bière que tu nous amènes. Cheers. D'ailleurs, on commence toujours par un petit cheers. Fier de mon patelin de chat originaire de Charlebourg. Donc, la brasserie Malco. Maintenant, on sait de que Charlebourg. la microbrasserie est centrale dans les villages, ce qui était l'église avant. Mais maintenant, ça a été remplacé par la microbrasserie. Ça en dit long sur l'évolution de notre société. Exact. Quand j'étais jeune, il n'y en avait pas de microbrasserie à Charlebourg. C'est récent. Là, donc, il y a plein de villages, comme tu dis, c'est tout nouveau. Mais ça permet d'aller visiter des places. Puis, il y a même un musée à cet endroit-là sur la bière. Donc, avec même une carte sur la distribution un peu des microbrasseries à travers les régions administratives du Québec. Je ne sais pas c'est qui le cartographe, mais elle est quand même intéressante à se déplacer en banlieue de Québec. C'est cool parce que c'est vrai que la microbrasserie... on est quasiment rendu avec une microbrasserie de village par endroit. Quasiment, ouais. Ça a même un peu remplacé la vieille taverne. Je pense qu'il y a comme une espèce d'upgrade. Oui, exact. Il y avait un article là-dessus, justement, sur la taverne, le patrimoine de la taverne qui partait, mais en même temps, il y en a un nouveau qui vient de naître. Oui, exact. Hey, on s'éternisera pas davantage sur la bière. Nicolas, dans le fond, tu travailles à la protection de la faune. Peux-tu me parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est quoi votre usage du géo à la protection de la faune? Mais avant, c'est quoi le nom là, de la... Là, tu viens de massacrer le nom du ministère ou quoi? Là? Là, c'est sûr qu'il y a eu un changement. On s'est déplacé. La faune se déplace toujours à des fois à l'environnement, ressources naturelles. Donc, là, on est à l'environnement nouvellement. Mais avant, on était avec les forêts, énergie, ressources naturelles. Donc, protection de la faune dit territoire parce que les agents sont... Dans le fond, peuvent être à Coudjouac, à l'île d'Anticosti, aux îles de la Madeleine, puis dans la banlieue de Montréal, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous êtes des chasseurs hors pair ou pêcheurs.
Ni un ni l'autre. C'est bizarre. Hein? Étant végétarien, je chasserais juste pour le plaisir de tuer. C'est un cueilleur. Mais moi, je suis un cueilleur. Je cueille des champignons sauvages. Oui, ça peut. Vous allez dans cet environnement-là. Fait que eux, justement, moi, je suis arrivé en 2018, puis c'était vraiment de transformer au niveau numérique leur travail parce qu'ils étaient, disons, pas au niveau. Puis pour se repérer sur le territoire, que tu sois à Coudjouac ou en banlieue de Montréal, ben ce que ça prend, c'est de la cartographie. Donc, mais je m'occupe aussi du développement informatique. Donc, vu que c'est souvent lié, là, on va peut-être en discuter. Vos anciens invités, comme Nicolas Delfont, en parlaient aussi. Là, le lien entre les TI et la géomatique, c'est crucial. Fait que moi, je suis comme un peu un chef d'équipe de cette... dans le fond, le côté développement puis support là, aux agents. Donc, à l'époque, en 2018, ben, il y avait, mettons, un GPS, mettons, un cartable papier avec les réglementations, un appareil photo. Là, on voulait converger l'ensemble des technologies dans un appareil intelligent. Donc, Android. Puis, justement, développer finalement pour se localiser sur le territoire. Puis, aller un peu dans l'innovation. Donc, aller aussi chercher ce qu'il y avait de besoin, mais aussi d'utiliser par exemple les tuiles vectorielles, donc Box Vector Tile, pour finalement être sur le terrain puis pouvoir questionner finalement le territoire. OK, je suis dans quelle région, quelle réglementation s'applique à cet endroit-là. Mais tu sais, l'utilisateur, moi j'ai toujours été dans un milieu où les gens, c'est pas des géomaticiens, mais ils utilisent la géomatique. En arrière, ils se demandent pas c'est-tu du logiciel libre ou propriétaire ou c'est-tu des tuiles vectorielles, c'est innovant. Ça répond-tu finalement à mon besoin de pouvoir avoir beaucoup de cartes dans un téléphone quand tu n'as pas de réseau, puis pouvoir questionner l'information. Fait que c'est un peu l'innovation qui était là à ce moment-là, qu'on a implémenté, qui fait que le matin, on télécharge l'ensemble des données, puis on va sur le terrain, puis même si on n'a plus de réseau, on peut se positionner sur le territoire, puis faire quelques requêtes là, sur les données dans le téléphone, mais évidemment aussi le côté sécuriser la donnée. Donc, s'il y a un vol de cellulaire, il faut que un peu la mission impossible, c'est-à-dire que toute l'information s'autodétruit après quelques temps pour pas que ça soit finalement copié ailleurs. Donc, c'est un peu ça qu'on a développé. Là, fait que ça, c'est le côté TI, beaucoup. Oui, puis c'est sûr qu'avec la pandémie, ça l'a fait aussi bousculer beaucoup de choses. Donc là, on travaille de plus en plus, le gouvernement, je sais pas si vous en avez entendu parler, de migrer beaucoup sur l'info nuagique, mais aussi en ayant un téléphone qui devient finalement leur bureau mobile. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se déplacent sur le terrain, ils viennent au bureau, ben là, on peut se connecter par le Wi-Fi à un ordinateur. On n'a plus besoin de fil avec les nouvelles technologies. On passe d'un modèle Samsung qui s'appelle une technologie DeX, dans le fond, qui transforme le téléphone cellulaire comme un ordinateur. Donc, on connecte à un écran, puis connecte à un adapteur, puis on peut finalement avoir comme notre téléphone comme en mode desktop Windows. On peut aller d'application ainsi de suite, puis on peut maintenant l'intégrer, mettons, dans un écran de véhicule pour voir finalement un véhicule avec un écran tactile où on peut suivre notre position plus qu'un petit écran de téléphone cellulaire ou les écrans qui viennent de base, qui sont associés à des applications comme Google Maps et autres. Parce que le défi qu'on a, surtout en forêt ou en faune, c'est que les compagnies commerciales comme Google, ben, ils vont être très forts en ville parce qu'il y a beaucoup de monde. Les données sont excellentes, mais dès qu'on sort ou qu'il y a moins de personnes, ben là, on se retrouve au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? On a des sources de données. Évidemment, le ministère de la Forêt avait beaucoup de données qu'on réutilise, les chemins forestiers, les sentiers motoneiges, ainsi de suite. Ce qui fait que notre appareil public n'a pas le choix, finalement, de développer beaucoup l'information dans ces zones-là. Donc, forestières, faune reculée pour son besoin, que ce soit pour des agents de la protection, des biologistes ou des techniciens de la forêt qui vont sur le terrain, là, œuvrer là, directement sur le territoire. Fait que dans le fond, vous, ce que vous faites, c'est que vous avez développé l'outil, mais vous agissez autant en acquisition-diffusion, c'est-à-dire que vous récupérez la donnée des agents de la faune, par exemple, qui vont sur le terrain, vous la stockez, puis vous la renvoyez vers les différents agents de la faune par la suite, c'est ça? Exact, mais les données qu'on utilise peuvent être des données commerciales, des données du gouvernement.
puis qu'on intègre dans une application. Dans le fond, nous, on a un enjeu technologique, c'est que l'ancien ministère Faune, Forêt, Parc et Ressources naturelles, c'est l'environnement Angular, qui est comme un environnement de développement web, mais qui nous permet aussi de déployer une application cartographique qui serait une cartographie interactive sur le web, mais aussi sur une application Android, sans changer de code. Ça, au gouvernement, c'est vendeur, parce que là, on n'a pas à avoir différentes équipes technologiques qui font du tel type de langage, tel l'autre. On fait une application qui peut se déployer de la même façon sur le web et dans un appareil cellulaire. Fait que pour l'agent, lui, qu'il soit sur le terrain ou une application de carte interactive, ben il n'y a pas de différence. C'est le même interface. C'est la même télévision, si on veut. Okay. Ce qui fait que aussi, au gouvernement, en manque de ressources puis de main-d'œuvre, on maintient finalement des développeurs dans un seul environnement. Technologique. Puis c'est aussi disponible. Évidemment, les agents qui ont du réseau ont beaucoup plus d'accès à l'information que ceux qui sont hors réseau, mais on met les données les plus intéressantes hors ligne pour leur travail, évidemment. C'est une question de sécurité. Ouais. Puis les agents de la faune, ils se déplacent pourquoi? Dans le fond, ils peuvent avoir des opérations où, eux autres, ils ont un mandat d'éducation et aussi de respect de la réglementation. Donc, c'est ça. Ils n'ont pas juste le mandat de respect de la réglementation comme on pense. C'est comme une police, mais tu sais, un corps de police, mais qui fait fait beaucoup d'éducation aussi, va dans les écoles. Ils sont pas juste déployés, pas juste parce que quelqu'un a arraché une talle au complet d'ail des bois, là, genre. En Estrie, on voit ça tellement. Mais l'utilisation des technologies devient de plus en plus important aussi dans leur travail, mais aussi pour aller chercher, comme dans vos domaines sûrement, des jeunes qui veulent devenir agents. Ouais. Si on arrive avec des outils technologiques plus modernes, c'est plus intéressant d'aller... Il faut leur donner une expérience. Exactement. C'est la même chose comme les jeunes qui nous écoutent, qui vont aller, je m'en vais en géomatique ou pas, il faut qu'ils voient à l'université ou au cégep des technologies qui sont de tendance, parce que c'est ça avec qui ils vont travailler, avec quoi. Puis fait que c'est une façon aussi de rétention du personnel au niveau... Mais le public est à l'heure de la technologie au niveau géospatial quand même, j'ai l'impression. Tu sais, on a des villes comme la ville de Montréal où est-ce que, tu sais, ils font beaucoup de bancs d'essai et tout. Tu sais, je veux dire, c'est pas dans tous les domaines que le public est aussi à l'affût des dernières tendances. Oui, non, tout à fait. Puis tu sais, je veux dire, la géomatique, une des branches de la géomatique, c'est la diffusion quand même. Là. Puis, faut créer des outils de diffusion qui sont adaptés aux différents publics. Là. Exact. C'est sûr que moi, dans mon parcours, j'ai été beaucoup ça dans la diffusion, l'importance de finalement rendre les données accessibles. Souvent, tu vas parler de données ouvertes, mais moi, je trouve que on était impliqués là-dedans. Je ne sais pas si vous voulez aller justement, en fait, je voulais savoir comme... C'est son cheminement peut-être avant. C'est ça. Habituellement, c'est notre deuxième question, c'est-à-dire, c'est quoi ton cheminement? Comment t'es arrivé là-dedans? Okay. Puis je pense que ça nous permettra de... Exact. On pourrait aller en 2012, là, mais c'est peut-être un petit peu entre guillemets, des secrets d'État que je peux vous révéler pourquoi finalement l'équipe géomatique, les salles à la sécurité publique, s'est occupée du premier site de données ouvertes à l'époque. Là, on va reparler quand on va être rendu dans ce cheminement-là, mais je pense que c'est peut-être d'intérêt pour savoir que finalement, la géomatique, souvent, est placée en arrière, on la voit pas en avant, mais dans ces cas-là, c'est ça qui est arrivé, mais de voir finalement pourquoi c'est une équipe géomatique qui est venue un peu développer ce site-là, qui aujourd'hui c'est différent, là, mais à l'époque devenait une solution rapide et intéressante pour le grand public à accéder des données, parce que en général, à ce moment-là, les portails de données ouvertes, c'était des données géomatiques qui étaient faciles à diffuser et accessibles dans les hackathons et autres. On va y revenir, mais on parle de la plateforme IGEO, c'est ça? Ça en fait partie. Ça en fait partie, ça, faut toucher à ça. Mais la 2.0, là. Mais, fait comment t'arrives? C'est quoi ton parcours, en fait? C'est ça. Moi, j'ai toujours eu, très jeune, un attrait pour le voyage. J'étais chanceux. Mes parents, eux, étaient dans un bouquin c'est très précurseur dans les années 90, d'échange de maisons. Okay. Donc, ça marche encore aujourd'hui. Ça marche encore bien, oui. Mais c'est plus dans un bouquin. C'est évidemment un peu un réseau LinkedIn, mais d'échange de maison. Fait que j'étais allé en France, en Californie, puis à Vancouver. Puis j'aime beaucoup le hockey. Il m'a permis aussi de voyager en faisant des tournois en Europe. Fait que très jeune avant. Et à quel niveau?
C'était, dans le fond, Puis oui. C'était à Charlebourg, justement. Non, dans ce temps-là, j'étais Bantam. Ils prenaient pas les meilleurs de la ville, mais ceux qui avaient l'intérêt de passer un été à ramasser de l'argent puis faire le tour pour aller 3 semaines en France, en Belgique, faire un tournoi de hockey. Donc, voir différentes cultures. Fait que ça a toujours été mon intérêt. Fait que quand il a fallu que je choisisse, bon, là, je m'en vais dans quel domaine, cégep, université, j'étais un peu dans l'ancienne mode. J'ai vu le podcast de Sébastien Vachon puis Luc Varancourt. Moi, sciences humaines, à ce moment-là, je sortais du cégep, mais la géographie m'intéressait beaucoup. Donc, de finalement réaliser peut-être un rêve de pouvoir voyager tout en travaillant. Donc, puis de finalement découvrir un territoire ou un domaine par les cartes, par la géographie. Moins dans le domaine géographie physique que toi, mais tu sais, c'était plus géographie de façon... Puis, évidemment, j'ai hésité entre l'Université Laval puis Sherbrooke, mais j'ai choisi Sherbrooke pour le régime stage, parce que j'aimais la géographie, mais je voulais que, tu sais, la géomatique, c'est très appliqué. Fait que je voulais quand même du concret pour, dans les stages, voir, ça m'intéresse-tu vraiment pour aller plus loin. Fait que j'ai fait mon bac à Sherbrooke, là, en géographie. Puis ma dernière session, c'est que je suis revenu à Québec parce que mon dernier stage était à Québec. Fait que j'ai vécu aussi ma dernière session à l'Université Laval. Fait que j'ai pris des cours de l'Université Laval en géomatique qui étaient crédités là, pour mon bac à Sherbrooke à ce moment-là. Puis après ça, j'étais allé faire une maîtrise en sciences de l'eau. Donc, c'était géomatique appliquée à l'hydrologie, à l'INRS, eau, terre et environnement. Fait que là, j'ai rencontré, justement, là, je suis le 3e Gignac, là, mais Charles Gignac à ce moment-là. La famille Gignac est très géo, là. Mais on n'a aucun lien direct entre la gang, entre les trois. Mais Simon ou Charles, à ce moment-là, lui était plus dans la télédétection, mais Monique Bernier était ma co-directrice là, ma maîtrise. Travaillait sur... Monique Bernier, c'était pas aussi en partie sur les glaces ou sur les... Oui, elle surtout, mais c'était plus vraiment géomatique là, à ce moment-là. C'était je faisais un peu de programmation pour justement estimer un peu les rivières qui ont un haut potentiel de crue ou d'étiage au Québec. Donc, on utilisait finalement un algorithme qui permettait de savoir, mettons, la superficie du bassin, ses caractéristiques physiographiques par rapport à un autre qu'on avait vraiment son débit, de dire, lui, ce bassin-là, où il y a un potentiel ou pas à protéger. Fait que ça, c'était comme ma maîtrise. Puis à ce moment-là, c'est ça, pour ça que je trouve que vous faites, c'est super, parce qu'à ce moment-là, on avait fondé un petit club des technologies, qui est un peu ce que vous faites, c'est de faire connaître la géomatique dans différents... Fait qu'on avait un petit réseau de contacts pour faire de la diffusion, mais à ce moment-là, Facebook et autres n'existaient pas, donc c'était plus restreint. Mais c'est un club des technologies pour, justement, favoriser. C'est pour ça que je trouve que c'est important pour les jeunes, mais aussi pour l'industrie, pour le domaine, de faire connaître un peu ce que ça peut faire dans le géopositionnement, mais dans tous les domaines, puisque c'est tellement transversal. Ça va toucher tous les domaines, c'est ça? Exact. Fait que, là, puis j'ai eu une opportunité, dans le fond, d'aller en coopération internationale 2 ans. Donc, après ma maîtrise. Donc, je suis allé 2 ans, dans le fond, une ONG canadienne qui envoie des coopérants à l'extérieur. 2 ans en Jamaïque. Pour faire, finalement, dans le fond, démarrer un département de géomatique dans l'agence principale de la gestion des désastres naturels en Jamaïque. Qui, eux, à ce moment-là, donc on parle de 2005 à 2007. Fait que là, tu es déjà un peu dans l'aspect sécurité publique. C'est là que ça a commencé. C'est ça. Puis le côté plus logiciel libre que j'ai découvert là, c'est qu'eux, évidemment, un coup que je suis parti, il faut que ça continue. Puis, budget étant, qu'est-ce qu'on peut faire pour, encore une fois, diffuser une image satellite avec les zones qui ont justement mis des gens dans des hébergements lorsqu'il arrive un ouragan, tout ça. Là, j'avais trouvé MapServer, puis je l'avais essayé, puis c'était vraiment efficace. Puis juste eux autres avaient accès à certains serveurs. Puis ça répondait, mettre ça dans le centre de crise sur un grand écran, puis on pouvait voir un peu en temps réel ce qui se passait au niveau de quelles communautés étaient plus impactées par rapport aux autres. Puis un peu le trajet, finalement, de l'ouragan, si on parle d'ouragan à ce moment-là. Mais souvent, c'est plus des inondations qui arrivent sans vraiment un ouragan. C'est comme, moi, j'ai jamais vu ça, mais quand j'étais là pendant 1 mois,
je vous dis, il pleut tout le temps. Mais pas intensément, mais toujours, tous les jours. OK. Presque tout le temps. Fait que ça s'accumule à un moment donné. Puis, vu que c'est une île qui est, oui, accidentée au milieu, ben, quand le ruissellement se fait, ben, tous ceux qui restent sur le bord des côtes, ils subissent tout ça, de toute l'île au complet. Fait que là, il fallait faire comme une évaluation des dommages à chaque fois. Fait que là, c'est d'intégrer la prise de points GPS à travers tout ça, créer une base de données, une historique. Puis de former les gens avec ces nouveaux outils-là. Fait que ça, c'est très formateur. Fun, vraiment. Puis à l'époque, est-ce que tu es déjà sur Postgres avec MapServer pour la base de données? Ou, non, pas à ce moment-là. C'est vraiment Shapefile. C'était du Shapefile directement. Mais eux autres, c'est ça qui est intéressant. Lorsque je suis arrivé, il y avait eu Iconos, il avait fait vraiment toute l'île au complet. À 1 mètre de résolution, donc disponible à toutes les agences du gouvernement. Fait que ça a fait quand même un gros boom. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est qu'en 2005, je crois, il y a eu l'ouragan Katrina aux États-Unis. Donc, qui a propulsé beaucoup moi, je pense qu'il a développé aussi beaucoup de nouveaux outils dans ce domaine-là. Il y avait beaucoup d'imagerie totalitaire. Fait qu'on s'inspirait aussi de ce qui se faisait là, par les Américains. Puis il y avait quand même une connexion là, entre la Jamaïque puis les États-Unis. Fait que ça a été une expérience que j'ai vraiment adorée. Puis de transmettre son savoir. Puis là-bas, ce qui est bien aussi, c'est un peu comme on a ici des conférences géomatiques. Puis ce qu'eux amenaient, ici, je pense pas, je l'ai vu, c'est beaucoup des gens des écoles secondaires pour les intéresser à leur territoire, aux catastrophes, justement. Fait que tu sais, c'est sûr qu'ils ont vraiment une culture de catastrophes naturelles parce qu'il y en a souvent, des tremblements de terre. Fait ils intégraient ça souvent dans leur activité géomatique avec les élèves du secondaire. Moi, à ce moment-là, il y avait une application, tu mettais des petites lunettes rouges puis bleues, puis là, on avait accès à une certaine 3D du territoire. On voit la Jamaïque, on voit, on traverse. Ben oui. En plus, ça leur amène un petit côté ludique. Là. Exact. Technologie. Ils sont très techno aussi. C'est sûr qu'ils ont différents problèmes dans le pays, mais ils sont très entrepreneurs, justement. C'est peut-être même plus mais partout. Exact. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Dans les pays anglo-saxons, en tout cas, c'est des pays en développement, le taux d'entrepreneuriat est bien plus élevé. Là. Que ce soit à n'importe quel niveau. Là. C'est clair. Bref, fait que ça c'est... à ce moment-là, je suis revenu au Québec. Puis là, j'ai travaillé ça 1 an à Montréal dans une ferme de génie civil. Puis, justement, il y a eu une offre d'emploi à la sécurité publique qui, là, dans l'offre d'emploi, avait le mot MapServer. Mais comme j'étais à Montréal, j'avais pas eu accès à un de mes amis que je salue, Alexandre Morin, qui a dit hey, cet emploi-là, tu devrais postuler. Parce que j'en parlais, évidemment, autour de moi, ce que j'avais découvert. Puis, Ça, c'était à Québec? Oui. On est dans quelle année? 2008. 2008, OK. Donc, 2007, je suis revenu, j'ai fait 1 an à Montréal. Puis là, c'était une offre d'emploi intéressante. Là, c'était au gouvernement. Fait que là, hésite, est-ce que j'y vais? Puis finalement, c'est un excellent choix parce que c'est sûr que des fois, de l'extérieur, on peut voir les institutions, l'administration publique peut-être moins innovantes. C'est sûr que c'est pas notre dada de faire de la recherche et développement, mais il y a quand même de l'innovation qui se fait, des beaux projets. Donc, ceux qui veulent travailler au gouvernement, c'est de trouver finalement des projets intéressants en géomatique qui se font, qui vont les intéresser. Un peu la curiosité que j'avais justement des voyages, mais de ces genres de projets-là. Fait que là, arrivé à Sécurité publique en 2008, sauf que là, justement, le logiciel libre est très peu répandu au sein de l'administration publique. Dans les entreprises, il y en a quelques-unes. Puis, c'est dans le fond fondé, parce que l'OSGeo, c'est comme une fondation internationale. Là, c'est de créer finalement un groupe un peu plus proche au Québec, puis faire des thématiques dans justement des conférences, puis faire comme une journée OSGeo. Fait qu'on a avec Thierry Badard, qui est un prof de l'Université Laval, Daniel Morissette, un entrepreneur du Saguenay, Simon Mercier aussi, qui était avec moi à Sécurité publique, puis Martin Ouellette, de créer finalement une OSGeo Québec. Est-ce que ça roule encore, ça? À ma connaissance, non, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment de démystifier, de faire connaître, mais l'OSGeo international, c'est sûr que ça existe, mais des projets. Un chapitre québécois. Un chapitre Québec à ce moment-là, mais à la JMQ, je n'étais pas là, cette année, mais je pense que c'est moins là, actif là, qu'à l'époque, mais il y avait comme vraiment
démystifier un peu ce que ça pouvait faire là, dans la... Parce que Daniel Morissette, ouais. de chez MapGear, c'est ça? Eux, c'est vraiment leur expertise, MapServer. Exact. En fait, aussi, comment ça procède l'OSGEO international, il fallait avoir une expertise. C'est pour ça que Thierry Badard et Daniel Morissette ont été très, très impliqués parce que ça permettait de pouvoir, finalement, comment ça fonctionnait. Puis, une agilité dans l'organisation aussi, comment faire connaître pour que ça, ces projets-là, il y en a qui sont matures, évidemment, c'est comme dans n'importe quoi, un choix de soit propriétaire ou libre, c'est de prendre le bon choix pour le besoin qu'il y a, mais il faut un peu démystifier parce que moi, personnellement, je pense qu'à talent égal, on doit choisir le logiciel libre. À talent égal, je dis, parce que c'est sûr que dans d'autres, dans certaines applications ou autres, il y a des choix qui sont plus intéressant que juste être comme une religion là, ou le logiciel libre, ainsi de suite. Là. C'est vraiment à talent égal qu'on doit le considérer dans l'industrie. C'est intéressant ce que tu dis là, mais tu sais, comme supposons au point de vue... parce que là, ce que j'en comprends, c'est ça. Là, vous développez un portail de données ouvertes au ministère. Est-ce que quand vous partez sur une technologie ouverte, il y a de la résistance? Ou c'est vraiment, on se dit non, c'est correct, on part sur une technologie ouverte, puis parce que tu sais, des fois, il y a un petit peu de friction à implémenter des technologies ouvertes dans des organismes gouvernementaux, là. Je sais pas si... Ben, c'est sûr que s'il n'y a rien, c'est l'avantage aussi avec la sécurité publique, il n'y a pas de mur à faire tomber. Okay. Ça fait que c'était un peu de la nouveauté, mais c'est qu'avec le logiciel libre, ça te permet de changer peut-être une portion. Tu parlais de PostGIS tantôt. Quand on était au MSP au début, c'était Oracle. OK. Avec MapServer Windows. OK. Donc, dans l'environnement Windows. Fait que petit par petit peu, on a enlevé on est arrivé dans du PostGIS Windows. Puis après ça, ça a été Linux parce qu'on a vu un besoin finalement pour les centres 911. Parce que un des premiers projets que j'ai, avant qu'on se rende au portail de données ouvertes, c'était finalement, il y avait une réglementation qui arrivait pour finalement uniformiser un peu la façon dont les centres 911 devaient finalement œuvrer au Québec. Puis la partie géomatique était super importante, c'est qu'il y avait beaucoup de variabilité. Tu sais, les villes de Montréal, Québec, ils contrôlent bien leurs données, leur territoire, mais des fois, la ville de Montréal sortait à l'extérieur, où Québec pouvait prendre des appels de d'autres. Donc, ça fait un peu d'uniformiser finalement les adresses, savoir quand j'appelle au bon endroit. Fait que ce qu'on a fait, nous, dans le fond, c'est qu'on offrait des services, des microservices, donc des services web ou des API, pour pouvoir finalement se positionner sur le toit, voir ce qu'il y a autour. Pour ceux qui étaient, encore une fois, dans les régions reculées, là, s'il y a des appels d'urgence à Alma, dans ces coins-là. Fait que ça a comme développé un peu nos projets. Puis, à ce moment-là, c'était OpenLayers qui était comme l'outil de carte interactive qu'on a pris, puis qu'on a développé, qui est venu jusqu'à IGO plus tard comme un peu de projet commun de plusieurs ministères. Parce qu'il y avait la santé publique, la sécurité publique au début, mais un petit peu d'autres... après ça, d'autres ministères qui se sont greffés. Là, c'est un beau projet, ça, tu sais, justement, où est-ce que vous rassemblez toutes les données sur le même portail. Tu sais, maintenant, tout le monde utilise ça. Exact. Je parle à du monde... un agent d'immeuble utilise ça. Je veux dire, biologiste, tout le monde va là-dessus. Là, mais les données ouvertes, tu sais, moi, je me rappelle quand je suis sorti de l'université, j'étais un peu... je suis sorti de l'université un petit peu plus tard que toi, disons. Là. Puis, tu sais, une des choses qui nous disait beaucoup au département de géographie à l'Université Laval, c'était... On regardait beaucoup ce que les États-Unis avaient fait en rendant toutes les données ouvertes en géo. Par défaut. Puis tu sais, on se disait, hey, ça a donné un boom à leur industrie géo là-bas. Là. Puis tu sais, je pense qu'actuellement, on est dans un boom de l'industrie géo. Puis je pense que justement, le gouvernement a appris de ces choses-là, puis a fait des campagnes de mise en place des données ouvertes. Là. Exact. Moi aussi, à l'université, je me souviens où là, il fallait quasiment que l'université achète des données. Fait que là, c'est pour ça que 2012, je parlais tantôt. Là, nous, en étant à la sécurité publique, moi, je me souviens, les premiers temps, ceux qui sont dans la sécurité civile, ils ont besoin, là, une liste là, d'à peu près quasiment toutes les données. Mais en nous disant, il faut être réaliste. On allait en chercher un peu partout. Mais finalement, on se retrouvait avec beaucoup de données géomatiques de d'autres organisations. Puis on utilisait, par exemple, on testait les recherches d'adresses avec Google.
pour ça que je parlais Google Maps, mais dans des secteurs reculés, ça ne fonctionnait pas. C'est ce que les utilisateurs nous disaient. C'est pour ça qu'il a fallu trouver là, un peu un produit. Puis, c'est ça, fait qu'on avait beaucoup de données. Puis, en 2012, le contexte, vous vous souvenez peut-être, là, gouvernemental, à l'époque, prêt érable, tout ça. Puis, à un moment donné, le gouvernement a annoncé, peut-être en février, on va sortir un portail de données ouvertes. Parce qu'à cette époque-là, Montréal avait le sien, donc la ville de Montréal, la ville de Québec. Puis il y avait des initiatives citoyennes qui avaient poussé finalement Montréal ouvert à créer ce site-là. Québec, même chose. Le fédéral avait le sien aussi, qui avait justement suivi ce qui s'était fait aux États-Unis. Donc toute la donnée géomatique, le fédéral avait ouvert à ce moment-là. Donc là, le Québec, qu'est-ce qu'il faisait? Fait que finalement, notre boss a eu un appel pour se faire dire. Nous, on utilisait un catalogue géomatique pour tout avoir inventorié nos données, qui était GeoNetwork, que vous connaissez peut-être, qui est un outil open source. Fait que là, au lieu de démarrer un nouveau projet pour créer un portail de données ouvertes, on avait une panoplie de données avec un outil qui pouvait quand même répondre à cette époque-là. Donc, de février à... quand ils ont annoncé qu'en juin, il allait avoir un portail de données ouverte pour le gouvernement du Québec, ben on a dit, ben oui, on a parlé, on dit, oui, on peut vous sortir ça quand même assez rapidement avec finalement, nous, on fait souvent affaire avec des consultants externes pour le web qui sont coordonnés par les directions des coms, mais pour pouvoir faire ça on parle de 2-3 mois, là, c'est quand même assez rapide. Okay. Fait que là, c'est d'avoir les autorisations de chaque ministère. C'est ça. Ça a été, oui, mais c'est ça. Au niveau géomatique, fait qu'à ce moment-là, peut-être 80% des données qui sont sorties publiques au mois de juin étaient des données géomatiques parce que l'accord avait été donné plus rapidement. Puis ça a commencé petit. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus là, avec tout le LIDAR qui est sorti avec les forêts. Ça a poussé justement l'industrie. Mais c'est ça, justement, moi, je pense qu'il faut le voir comme en ouvrant plus de données, l'industrie va développer des services ou des produits que le gouvernement ne sera jamais ou n'a pas l'intérêt de le faire, alors que pour d'autres, ben ça peut produire de la valeur ajoutée dans la société. Là. Elle est où la limite d'une donnée ouverte? Jusqu'où on peut utiliser une donnée ouverte comme ça? Ben, c'est que toujours une licence, c'est ça. La licence, est-ce toute différente d'un produit à l'autre? Ben, le portail de Données Québec, à ma connaissance, la plupart ont la même licence, qui est un peu comme des articles scientifiques. T'sais, si tu fais un article scientifique puis tu l'utilises dans un article que tu fais, ben, tu vas citer la source. Essentiellement, c'est ça cette chose-là qu'il faut suivre. C'est-à-dire que si j'utilise une donnée ouverte, ben, je fais un article dans le journal ou je fais un truc sur mon site d'entreprise, ben, c'est de citer la source. Ben, c'est sûr que, comme à l'époque, il y avait des journalistes de données, on va peut-être déjà parler de ça ici, qui commençaient à utiliser ça. Ben, des fois, on regardait sur leur site est-ce que la source était intégrée, mais ça aussi, ça s'est développé après d'avoir accès à des données, l'écosystème se développe, mais c'est vraiment de... Il faut lire toutes les licences. Mettons, tu sais, comme nous, ben, on a des entreprises privées. Fait à chaque fois qu'on utilise une donnée, il faudrait lire la licence ou est-ce que c'est assez safe de prendre une donnée, l'utiliser, la transformer, puis la vendre? Ben, tout est dans... C'est sûr que c'est le conseil légal. Là, d'accord. C'est sûr, c'est de lire la licence, mais celle de Données Québec, donc, te permet de l'utiliser en autant que tu cites la source. Donc, si tu la transfères à un client, ben, tu cites la source que tu as. Si tu la modifies, moi, c'est là aussi que je pense que le gouvernement va peut-être aller un jour, c'est que, justement, si vos clients ou vos services viennent à modifier ou à améliorer une donnée publique, ben pourquoi on la réintègre pas dans l'écosystème? La rendre disponible. Exactement. Mais ça, c'est une obligation en général? Ou... De rendre disponible les modifications. Non. Ce que je dis, c'est que peut-être le gouvernement devrait mettre des outils en place qui permettraient de reprendre ce qui est finalement corrigé dans le fin fond de l'Abitibi. Quelqu'un qui a trouvé une anomalie à une donnée, puis qui puisse nous envoyer un peu ce que OpenStreetMap fait avec ses utilisateurs, là, qui est beaucoup plus décentralisé, et qui permettrait d'améliorer finalement la donnée ouverte que tu viens récupérer le lendemain, vu que ça se fait en temps réel. Mais c'est sûr que
il y a une notion de gouvernance là-dedans à établir, mais les outils technologiques le permettent, puis c'est une façon d'améliorer ton produit, puis peut-être pas d'avoir trop de monde sur le terrain pour tout modifier. Finalement, tu peux te fier un peu sur l'intelligence des gens. C'est drôle, des utilisateurs. Ça revient un peu au podcast qu'on avait fait avec Luc avant les fêtes, mais ça revient quand même toujours un peu à des... Je t'en souviens plus. Mais ça revient toujours un peu à des questions de gouvernance, finalement. Puis j'avais une autre question par rapport à ça qui était, est-ce que vous avez des directives à l'intérieur du ministère ou est-ce que vous vous dites, on le sait que cette donnée-là, elle va aller sur le forum? Comment vous déterminez, ça c'est une donnée sensible, ça c'est une donnée ouverte? Est-ce que vous avez une règle du pouce ou c'est vraiment... Non, il y a des directives. Évidemment, tout ce qui est renseignement personnel, okay. qui a des noms avec des positions précises, là. Ça, évidemment, en géomatique, on sait tout comment on peut... on lui mettre l'adresse, on va faire un regroupement par Statistique Canada ou autre. Mais ceux qui détiennent l'information n'ont peut-être pas cette connaissance-là. Fait que souvent, ça va être... dès que c'est renseignement personnel, c'est plus complexe à ce niveau-là. Des fois, il y a des outils... on parlait durant la pandémie, les fax qui étaient encore au ministère de la Santé. Mais il peut y avoir aussi des données qui sont dans un format archaïque, puis c'est des XF, en tout cas, des formats TOCAD complexes, que là, ça prendrait, je sais pas moi, 4 ans à mettre sur... C'est correct pour venir la partager. Fait que c'est sûr qu'aussi, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Tout ce qui est sécurité publique. Ouais. Donc là, c'est... Puis au niveau économique aussi, des fois, il y a des données qui peuvent avoir... Fait qu'il y a certains critères qui sont... Puis c'est des critères internationaux qui sont suivis, là, mais... de façon générale, c'est que des fois aussi, il ne faut pas que tu dises, bon, je vais sortir ça parce qu'il va y avoir peut-être telle application. Si on se pose trop de questions, souvent en la mettant, nous avions mis la base de données des embarques, sans savoir peut-être qu'est-ce que ça allait faire, mais c'était réutilisé par un projet étudiant. L'INRS l'avait réutilisé dans une étude qu'il faisait sur les embarques en Alberta puis au Québec. Mais c'est son début, on s'est dit, est-ce qu'il va en avoir une? S'il n'y en a pas, bon, on ne la sortira pas. Maintenant, c'est mieux de... Puis, je dirais que c'est aussi la responsabilité de vous, comme entrepreneur ou d'utilisateur, de dire, d'aller voir, je sais pas, le ministère en place ou l'organisation publique, ça serait intéressant d'avoir cette donnée-là pour le public, pour tel genre d'application. Ça aussi, c'est un rôle qui est aussi beaucoup plus ouvert en étant données ouvertes, parce que tu vas sur le site, puis tu vois, je sais pas moi, l'inventaire des arbres de la Ville de Québec, tu vas en savoir plus, tu as le courriel, tu peux contacter directement une personne et non un courriel général de la Ville, puis là, tu sais plus trop où ça peut mener. C'est important de le dire, ça. J'avais dit ça aux gens de la Ville de Montréal, une donnée, puis Simon, il m'a dit, c'est beau, je te sors ça. Fait que supposons qu'on veut avoir le lidar en point LAS. Est-ce qu'il faut le dire au micro? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent actuellement. Donc, mais il me semble qu'il y avait de quoi? Pourquoi? Ça, il y a le fédéral le fait. Mais c'est pas... Ça couvre on parle de forêt, là, dans le fond, les données... Les données de forêt ouverte, est-ce que ce serait possible de les avoir en point LAS éventuellement? Demain matin, là, je vais appeler. Non, mais dans le sens que c'est ça, justement, je peux vérifier, mais c'est sûr que sont diffusés là, dans grille, en format... En format DEM, exact. C'est ça. Pourquoi? Mais les formats bruts... C'est trop lourd. C'est sûr que c'est lourd. Ouais, ça une question de... Mais tu sais, si le fédéral a sûrement des technologies qui permettent de le faire, là, c'est le Canada... Un pipeline parce que GONB le fait, là, fait que... Effectivement, GONB le fait. C'est un territoire plus petit, mais ça, par exemple, au Québec, je pense qu'on peut être fier parce que c'est vraiment tout le sud du Québec au mètre, au lidar. Moi, quand je suis dans mes cours, je donne des charges de cours. Il y a la Suisse qui est peut-être l'agence publique là, au niveau cartographique dans le monde qui est assez puissante. Mais pour les données lidar, d'avoir ça, parce qu'en Ontario, qui est une province, ils vont en avoir, mais c'est des secteurs très, très précis. Donc, c'est pas l'ensemble du territoire. Nous, on a quand même d'accéder. Mais la prochaine étape, c'est le LAS. Appeler... Le LAS, la dernière étape, le LAS, c'est demander... c'est ça. Appelez Bernie O'Connor. Il va vous dire comment il a fait. Bernie O'Connor. Je vais y réécrire pour dire qu'on parle de lui. Ouais, exact. Ça aussi, c'est un... C'est un apôtre de la géomatique. Comment Luc nous disait ça? On est des mascottes de la géomatique. Ouais, nous on est... Aïe, aïe. Wow. OK, mais c'est super intéressant. Puis là, tu sais, comme...
Fait que là, actuellement, ça ressemble à quoi les développements en termes... C'est-tu juste de rajouter de la donnée? Puis il y a un truc que moi, je me pose là, comme questionnement, c'est les gens sont-ils plus intéressés par la donnée ou par des portails cartographiques pré-crunchés? Moi, je pense que je sais c'est quoi la réponse. Ah ouais. Moi, je dirais qu'un ne va pas sans l'autre. C'est peut-être plate comme réponse. C'est-à-dire que tu as une clientèle qui carbure à « je veux des services ou des API qui permettent de consommer de la donnée en temps réel puis de faire une application pour ma clientèle. » Puis tu as monsieur, peut-être madame, tout le monde qui a peut-être moins les capacités de mais d'analyse. c'est qui a le plus de poids? C'est ça l'affaire. Ben, dans la décision, parce que au départ, justement, quand on a sorti le portail de nouvelles en 2012, le défaut qu'on avait, c'est la visualisation. Il y en avait, mais seulement les données dans IGO. Là, donc, ça, c'était pas tous les ministères. Fait que là, tu pouvais télécharger, mais quelqu'un qui avait pas de connaissances en SIG, ben là, qu'est-ce qu'il peut faire pour voir les arbres, l'inventaire des arbres? Ben, c'est ça. Alors que là, maintenant, il y a des outils de visualisation intégrés. Mais évidemment, aujourd'hui, on a des outils de visualisation qui sont beaucoup plus dynamiques, puis, comme Carto et autres, qui se sont développés à travers les années, qui fait que ça vient un peu plus, je dirais, sexy, une carte, que juste mettre des points sur une carte de couleur rouge. Tu sais. On voit que ça bouge, puis du dynamisme. Ça aussi, ça fait comme un intérêt qui va percoler là, un peu plus que juste... c'est parce que je trouve que juste sortir de la donnée telle quelle, sans outil de visualisation, comme une carte interactive, c'est comme un cheval avec des œillères. C'est comme... C'est très silo, là, je trouve. Ouais. Mais ça s'adresse à des gens du monde de la géomatique. Ben, c'est ça. Mais c'est bien de les avoir, c'est sûr. Il les faut. Ben, tu dis géomatique, mais moi, j'en ai beaucoup qui sont des biologistes dans la clientèle de l'échange de cours, qui sont moins géo, mais qui veulent faire quelque chose avec ça. Mais qui sont capables d'utiliser des SIG un minimum, là. Tu deviens géomaticien quand ton niveau de SIG il est rendu à combien? Je te pose la question à toi, Charles. Ouais, c'est quoi le QI moyen du... Fait que là, on détermine, là, c'est là que ça se passe. Là. Ça prend... On a souvent ce débat-là, lui et moi. Non, ben, c'est intéressant. C'est quoi un jeu? Parce que, tu sais, je veux dire, il y a du monde, qui sont... des avocats, si ça leur tente de prendre un petit 2 heures sur YouTube puis apprendre QGIS, ils peuvent être capables de faire des merveilles. Là. Oui, tout à fait. Ben, ce qui se passe, justement, on entend moins au Québec, mais moi, je l'avais vécu justement à Jamaïque aussi, puis aux États-Unis, c'est la certification GIS Professional. On n'en parle pas beaucoup au Québec. Ça, on n'en parle pas. C'est vrai, non, c'est sûr que la langue qui peut-être est... Mais eux, en Jamaïque, c'était très important d'avoir cette certification-là. Canada anglais, je pense plus. Parce qu'il y a plus de Jamaïcains à l'extérieur de la Jamaïque, donc forcément pour permettre d'aller, mettons, aux États-Unis ou en Angleterre, au Canada. Mais en Canada anglais, oui, ça c'est quelque chose qui est discuté. Nous, je ne sais pas si je sais pas, ça va venir un jour d'un débat quelconque. Mais c'est drôle parce que je le vois beaucoup dans mon réseau LinkedIn parce que j'ai beaucoup de géomaticiens du rock puis du reste du monde. Puis, tu sais, ils l'écrivent. Je vois les gens dire hey, j'ai mon GISP, j'ai mon GISP. Nous, on est comme... Au Québec, on... so what? C'est comme tu obtiens un peu, comme tu dis, ta question était bonne, parce que c'est comme un QI que tu obtiens. Parce que si tu fais des présentations, par exemple, dans JMQ de ce monde ou Géo Montréal, ben, là, tu obtiens comme tu as une preuve, puis là, tu as plus de points. Finalement, tu as une certification qui montre ton expérience, une reconnaissance. C'est comme un peu comme gestionnaire de projet. Oui, c'est ça, le PMP. En gestion de projet. C'est le conseil qui détermine ces choses-là. Parce qu'effectivement, tout le monde peut faire de la gestion de projet. Mais, tu sais, ce qui est problématique, je trouve, en géomatique, c'est... Tu sais, je veux dire, toi puis moi, on est probablement 2 très bonnes ressources en géomatique et j'ai aucune idée de ce que tu fais. Tu sais pas ce que je fais? Je sais à peu près ce que tu fais, mais je veux dire, je serais pas capable de le faire. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est que, tu sais, il y a tellement de monde qui font des choses différentes. Puis moi aussi, là, je serais vraiment pas capable de faire ce qu'il fait, là, tu sais. C'est ça, mais... On est 2 créneaux complètement différents, là. Ouais. Ça, tu es plus dans l'acquisition. C'est ça. Moi, je suis plus point cloud, acquisition, etc. Ça, c'est quelque chose que je me demandais, tu sais, est-ce que vous explorez un petit peu au ministère...
les visualisateurs 3D, Cesium, ces genres de choses-là. Tu sais, on parlait tantôt de visualisation. Tu sais, c'est beau le lidar sur une carte, là, mais... Non, ça, je l'accorde. Dans le fond, bien sûr que les agents, il y a peut-être moins cette notion-là, mais quand Igo, là, si on peut peut-être juste en parler, dans le fond, lui, ça, c'est un projet, finalement, qui je parlais tantôt de l'environnement Angular, qui permet de mettre OpenLayers dans cet environnement-là. Ça n'existait pas au moment où on a démarré ça. Plusieurs organisations. Puis, finalement, on s'est questionné justement, est-ce qu'on ajoute la partie Cesium 3D? Il y a le transport qui peut s'intéresser à ça, avec toute la donnée LIDAR qui est là. Puis, pour le moment, ça n'a pas été comme on y va, puis à fond. Fait que la visualisation, c'est d'aller dans d'autres outils qui sont spécialisés là-dedans que d'aller dans du OpenLayers plus Cesium, par exemple. Fait que pour le moment, c'était ça, mais je sais pas si vous autres avez des outils qui révolutionneraient le gouvernement dans cette partie-là. Charles, il faut parler avec Charles, les CODA. Ouais, ben, tu sais, je pense que sans aller dans Cesium, MapLibre permet ou Mapbox permet le passage en 3D, là, justement parce qu'il intègre l'aspect GL dans la librairie. Ça peut peut-être être une avenue, mais après ça, tu sais, ça l'implique. Mais quoi que vous êtes déjà en tuile vectorielle, ce qui je trouve encourageant quand même. T'aimes ça, toi, les tuiles? C'est cette technologie. Avant que j'arrive là, en 2018, on en parlait beaucoup, mais là, c'était vraiment, c'est ça qu'il y avait besoin d'avoir, finalement. Parce qu'en étant en tuile, c'est que le téléphone, il y a une capacité, mais tu sais, c'est que là, c'est pas tout le donné de tout le Québec qui est dedans, puis c'est vectoriel. Fait que là, au niveau de la symbologie, puis tu as accès aux attributs, ce que tu peux pas faire avec du GeoPDF ou d'autres technologies qui sont des fois... Puis tu peux le mettre en cache, ton... Fait que tu le mets en cache. Ben, il est c'est que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils téléchargent l'ensemble de leur secteur. OK. C'est comme une base de données locale. Tu sais, quand on est sur Facebook ou d'autres applications, des fois, tu te mets en mode avion, tu as accès quand même à... C'est un peu le même principe. C'est une base de données qui est locale. Tu accèdes comme... c'est comme si tu avais un serveur web dans ton téléphone. Je pense que vous développez des applications pour aussi les chasseurs. Est-ce que ça se peut? Ben, cette partie-là, ça, c'est pas encore fait. Ça, c'est une clientèle... Vraiment, les chasseurs, en général, c'est pas des gens très techno. Fait qu'il faut que ça soit... ça dépend à quoi. Sur les petites caméras, sont ça à coche. Les petites caméras de chasse. Il y a des applications commerciales qui ont, comme je parlais tantôt, du GeoPDF. Fait que ça serait comme une carte topographique qu'ils ont puis que tu peux te déplacer. Là. C'est un peu ça qui est disponible partout dans le monde, dans le sens où là, c'est juste d'aller chercher ton secteur, mais là, c'est des applications comme payantes. Et souvent, il faut que tu ailles chercher des... Puis l'autre défi qu'on a, c'est qu'il y a tellement d'applications commerciales. Si on dit on va faire un besoin, une application commerciale, ça veut dire que les agents, il faudrait qu'il y ait comme 20 applications. Une pour les motoneiges, une pour la chasse, une pour... on essaie, nous, de un peu regrouper à l'intérieur de notre application interne, qu'on n'a pas le choix, avec ces sources de données-là, à l'intérieur d'un OpenLayers pimpé là, dans Igo. OK. Intéressant. C'est fou parce que vous êtes les gens qui sont derrière toutes ces technologies-là, mais vous êtes genre ces gens, les gens comme les chasseurs, mettons, qui utilisent ça, ils pensent pas à ça. Non. Ben, c'est justement, comme je disais, c'est pour ça que en arrière, que ce soit un logiciel libre, l'important, c'est que ça réponde aux besoins. Puis souvent, quand on va faire des preuves de concept, là, un logiciel libre, tu le télécharges, puis c'est évidemment, il faut que ce soit un logiciel libre mature. Ben, tu peux, tu parlais tantôt de Mapbox pour faire du 3D, ben s'il est libre, tu le télécharges avec GitHub, un site de code. Puis là, voici un boss, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici la preuve de concept. Ça a coûté du temps. Puis là, après ça, ben si c'est un projet de plusieurs milliers, ben tu engages des experts, des consultants externes qui sont en TI ou en géomatique. Là, moi, l'autre fois, je vous entendais parler de débat, c'est mieux un informaticien qui apprend la géomatique ou un géomaticien qui apprend l'informatique. Qu'est-ce qui est mieux? T'as un take là-dessus. Là. Ben, la réponse va être plate dans le sens où ça va dépendre de qu'est-ce que vous faites. Mais moi, dans le fond, on engage beaucoup d'étudiants, là, soit en génie logiciel ou en génie géomatique. Puis, c'est la personnalité de l'individu aussi qui va aider. Puis, ce qui est bien avec notre cas, c'est qu'on fait un peu...
les valeurs des jeunes, c'est la techno, puis la protection de l'environnement ou l'environnement. Fait que là, souvent, quand on les rencontre en entrevue, ben là, vous allez faire de la technologie qui est quand même, peut-être pas la plus à jour, mais presque, quand même assez tendance. Puis, on protège la faune, puis en même temps, c'est des technologies. Fait que souvent, les étudiants sont intéressés là, à venir s'informer puis à travailler là, comme travail étudiant, ce côté-là que peut-être tu vas chercher. Ben ouais, c'est ça, exact. On a un peu le même... nous aussi, souvent, c'est des applications environnementales ou en lien avec un peu quand même des causes sociales ou des choses comme ça. Puis, il y a l'aspect... On fait de la géomatique de pointe. Fait que, ouais, ça, c'est très intéressant. Souvent, je leur pose tout le temps la question, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce stage-là? Puis souvent, ces réponses-là. Ces deux éléments-là. Puis toi, peut-être dans le drone, c'est peut-être la même chose que les gens vont... ou l'acquisition de nouvelles technologies. Moi, je pense que c'est important de garder ça soit à l'université ou au cégep. L'aspect technologique, même s'il y a des applications comme l'urbanisme, tout ça. Mais cet angle-là, Sherbrooke l'a pris aussi avec la géomatique appliquée à l'environnement. Je pense aussi qu'ils sont... c'est bien qu'il ait défini ça, je pense. C'est une bonne façon de se différencier, je pense, de l'Université Laval. Ils n'ont comme pas le choix. L'Université Laval est différenciée par défaut. C'est sûr, dans le monde francophone, c'est quand même je pensais plus niveau foncier, arpenteur géomètre. Mais génie géomatique quand même. Oui, il y a génie géomatique, mais qui se différencie lui aussi par défaut, forcément. Puis c'est le seul programme. L'autre chose aussi qu'on vous jasiez, que je voulais justement vous partager, c'est aussi le cycle un peu de la géomatique au Québec. Je ne sais pas si vous avez vécu l'époque où il y avait le financement géoïde, qui était très important. Sur le géoïde? Non, dans le fond, c'est un... OK, c'est le nom du financement? Oui, qui venait de l'Université Laval, qui était comme pan-canadien. Je pouvais faire finalement... Parce que moi, je parle souvent du triangle amoureux entre, dans le fond, l'université qui fait la recherche, l'administration publique qui va appliquer ce qui se passe, puis l'entreprise privée. On a trouvé ce sujet-là. Des jointures là-dedans. C'est qu'à ce moment-là, justement, la géomatique, je pense qu'au Québec a été très, très forte. Moi, je me souviens d'un livre dans les années 90 qui était écrit par un Américain sur le GIS, puis il citait en exemple une application des mines au Québec. Fait que les années 90, avec Géoïde, il y avait Géoconnexion aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un fonds canadien aussi pour l'innovation. Mais est-ce que ça existe encore? C'est ça, pour revenir à ça, c'est que ça n'existe plus depuis quelques années, ce qui fait que là, comment l'écosystème géomatique peut se mettre ensemble? Il y a MITLAB? Oui, MITAC, qui s'applique à plus large. À plus large, dans le fond, à tout. Mais à ce moment-là, c'était vraiment un financement. Richard Fournier en parle de ce sujet-là, justement. Vous irez voir ce podcast-là. Il est sorti aujourd'hui. Non, faut pas que tu dises. On est quelle date aujourd'hui? Non. Le 24 janvier. 26, je pense. 26 janvier, oui. Exact. Puis on a parlé l'entrevue de Richard Fournier. Oui, il a parlé de ce triangle amoureux-là. C'est intéressant parce que Richard Fournier, il est à l'université Sherbrooke, justement. Moi, je connais bien. Puis on a eu un peu, pas un débat, mais on a eu la discussion par rapport à justement la relation entre le financement, les universités puis le privé. Ouais. Qui, quand même... le triangle amoureux, j'aime bien ça parce que, tu sais, comme il y a quand même... j'ai l'impression que... Mais es-tu si amoureux que ça? C'est ça l'affaire? Ce que je pense, c'est que l'entreprise privée et l'administration publique ramènent, dans le fond, pourquoi c'est un triangle, ramène la recherche à... dans le concret, là, qu'est-ce qu'on a à l'application. C'est pour ça qu'ils se contaminent comme bien, je trouve, mais c'est de trouver finalement une façon de... Il y avait Réseau Convergence aussi qui avait... Mais je me souviens de ça. Ça me dit de quoi. Je pense plus que c'est actif, mais qui permettait de... C'est sûr qu'au Québec, on est très latin, fait que des conférences de la JMQ, Géo-Montréal ou les Géo-Congrès permettent de mailler tout ce triangle-là, mais peut-être par quelque chose de plus formel. Mais ça, c'est ma propre... Ce que j'ai l'impression, moi, c'est qu'en fait, c'est des institutions qui n'ont pas... tu sais, dans le privé, là, tout est rapide tout le temps. Là. Faut que ça, le plus vite ça peut sortir, alors que quand on est dans le milieu universitaire, là, comme
on a du temps, on peut plus allonger, puis ce qu'on veut, c'est vraiment sortir quelque chose de plus innovant, là. Fait que j'ai comme l'impression que c'est des univers qui se touchent, qui se parlent, mais qui n'ont pas la même perspective temporelle. Puis il y en a un qui n'a pas tant la machine marketing derrière non plus. Là, tu parles du monde universitaire? Ben oui, je veux dire, le monde universitaire, des fois, ça resterait perméable comme milieu. Puis il y a imperméable, tu veux dire? Oui, imperméable, pardon. Puis il y a des initiatives qui sont super intéressantes que j'ai l'impression qu'ils sortent pas. Là. Ouais. Ben, justement, tu sais, comme au ministère, comment ça s'aligne, ça? Est-ce que vous travaillez beaucoup avec le milieu universitaire? Est-ce que vous intégrez des nouvelles technologies qui viennent de là? Comment... Ben, c'est que, comme je disais, à l'époque de GeoID, c'était comme de facto parce qu'il fallait comme soumettre... un ministère pouvait soumettre un projet, puis là, être associé comme en duo avec un chercheur qui était spécialisé là-dedans. Puis l'industrie pouvait se greffer, j'imagine, dans certains contextes. Fait que là, c'est peut-être moins fort qu'à cette époque-là. C'est pour ça que j'en parle. Fait qu'aujourd'hui, ça va être par des... La façon générale, on a un besoin de faire un appel d'offres, puis on va prendre la compagnie parce que c'est du domaine privé, mais de la recherche, ça va être un projet de recherche bien ciblé avec une entente à la pièce sur le projet comme tel. Mais une chose qui je pense qui pourrait être faite, comme à l'époque avec Nicolas Delfont puis Simon Mercier, ce qu'on avait fait comme un genre de hack, c'est à ce moment-là que c'était les défis à hackathon en même temps, c'était de financer des concours. Ouais. C'est-à-dire, ce qui se fait beaucoup, l'administration publique aux États-Unis, la NASA, par exemple, un concours qui pourrait, je sais pas moi, 30 000 pour la première position sur un besoin X. Puis, en gagnant le concours de 30 000, tu gagnes un plus gros, finalement, projet de plusieurs milliers de dollars. Puis, souvent, c'est des solutions qui sont venues là-dedans qu'il n'y aurait pas eu s'il y avait fait un processus normal d'appel d'offres ou autre. Fait que peut-être des notions de concours ou de défis plus formels permettraient là, de faire ce mariage-là en tant que tel. Là. Parce que pendant un bout de temps dans les congrès, parce que là, je sais pas, à la GMQ, je sais qu'il n'y a pas eu ça, mais pendant un bout de temps, dans les congrès de géomatique, c'est ça, il y avait une espèce de géohack, dans le fond, qui était en parallèle. En marge, oui. On a fait ça deux années, 2014-2015, oui. OK, c'est ça. Puis ça, dans le fond, c'était vous qui organisiez ça, mais là, ça l'a comme fait des... c'est que c'était un peu aussi c'est la tendance des hackathons, mais c'est finalement, au lieu de faire un hackathon pour faire un hackathon, c'est qu'est-ce qu'on avait comme, mettons, tu t'inscrivais finalement au défi hackathon, puis tu définissais, moi, j'ai besoin d'afficher du 3D dans tel secteur. Là, tu prends un échantillon, mais c'est quoi la meilleure solution? Puis en une journée, des fois, ça pouvait être quelque chose de très intéressant, même utile. Il y en a certains qui ont été utilisés, là, développés un peu plus par la suite, mais que finalement, sans émerger cette idée-là, ça serait pas fait. Fait que on a eu 2 éditions en marge, mais tu sais, c'est très TI. C'est pour ça que je trouve le domaine TI influence beaucoup la domaine géomatique qui arrive par la suite, puis toute l'intelligence artificielle qui se développe. Quels vont être les impacts sur notre milieu, notre domaine. Faut s'y intéresser. Il y en a beaucoup. Là, Thierry Ballard fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, mais tout ce qui est ChatGPT, qui m'a sorti avant Noël, moi, je l'ai testé. Vu que je donne une charge de cours, ça m'intéresse aussi. Là. Fait que peut-être l'intégrer dans un cours pour tester finalement l'étudiant à dire, poser une question de tel... Puis interprète puis trouve les erreurs ou finalement de connaître que ça existe puis comment je trouve que c'est bien que au tu lieu de prochainement hein. Mais c'est sûr que je l'ai testé juste avec mon fils en secondaire 1 puis que quand tu connais le sujet puis tu vois qu'est-ce qu'il répond peut-être des limitations, mais ça peut aider comme un assistant pour te faire un résumé de quelque chose puis après ça aller plus loin dans un autre domaine. Fait que oui, l'innovation, c'est ça, c'est comment ça peut nous aider à améliorer la façon de donner un cours, puis l'étudiant à apprendre. Et non, c'est sûr que l'aspect de tricher ou autre, ça, c'est un autre...
Il a Ouais, passé un attention. MBA, là, ChatGPT. Il a-tu passé son Il a MBA? passé son MBA. Ah ouais? Oui, mais aussi au niveau. Ça fesse. Le droit, c'est le droit C'est ouais, son que j'ai droit vu. qui a Ouais. Médecine, non? Il me semble que c'est droit que j'ai vu. Moi, cette j'avais semaine. vu Ben, en tout cas, le moi, droit, j'ai vu là. MBA pour sûr. OK. Fait qu'il a passé un MBA, puis son droit, il a son Puis diplôme. il y a l'aspect code aussi là-dedans, là, tu sais, Ouais, d'amener ça, du c'est, code. Ça Ça, devient- c'est cool, ça. Est-ce que ça peut remplacer un humain? Tu sais, il y a quand même l'aspect de moi, je pense plus d'aide pour ceux qui commencent, par exemple, qui veulent. Mais- mais, C'est peut-être ma section un peu éditoriale, mais tu sais, honnêtement, tu sais, on avait beaucoup parlé, je pense, quand justement Sébastien Vachon était venu à l'épisode, tu sais, puis il disait OK, il faut pas courir les shiny objects, il faut avoir une vision en tête. Puis je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, moi, je pense que l'intelligence artificielle actuellement, c'est un buzzword, là, mais c'est pas un shiny object. Non, cette c'est là affaire-là. pour rester. C'est là. c'est là pour rester, puis ça Ça va va être juste vraiment un game développer, changer là. dans notre, Ah, ouais. dans notre domaine. Ben là. oui, puis, clairement. moi, c'est ceux qui, mettons, on parlait de QI géomatique, mais qui ont peut-être pas le QI géomatique dans le futur. Puis là, ils vont demander à une machine, ben trouve-moi justement les arbres les plus avec les espèces les plus évoluées dans tel secteur. Puis il n'y a aucune notion de géomatique. Puis ils sortent, tu sais, ça sort. Ben, Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, c'est le fun parce que ça va donner des ça va donner ça va donner des réponses sans avoir besoin de l'aspect technique. Tu sais, c'est pas grave. Ben, en même temps, il faut que tu comprennes un peu la Non, mais ça a tout machine. été ça. Là. Il y a toujours eu Mais- des réponses qui se sont données au fil des années beaucoup plus facilement qu'avant. Exact. Par exemple, avant, on faisait des calculs à la main. Maintenant, on utilise une calculatrice. Exact. ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est de le voir exactement comme de l'aide qui va calculer beaucoup plus vite. Fait que ChatGPT, c'est du texte qui est capable de. Mais là, si on met des géométries ou on met de l'imagerie, est-ce que peut-être on peut dériver vers quelque chose de moteur Ben, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être mis dans le futur à développer des modèles de... Tu sais, là, on parle de ChatGPT qui est plus conversationnel, mais tu sais, tout le computer vision, il y a quelque chose à aller, à aller clairement. chercher là. Mm. Hey, ben, Ça merci. ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. C'est exact. Ouais, merci de m'avoir accueilli dans ce superbe studio. Hey, ben, en Dans tout notre cas, maison. c'est ça. J'espère que j'ai pas fait trop plantes vertes. Là. Non, mais ça a été... non, vraiment pas, tu sais. ça a été super intéressant de comprendre un peu tout l'aspect données ouvertes au Ouais. ministère, puis de voir un peu Ouais. l'évolution de tout ça. Là. Quand j'ai vu Euh, ton nom, là, tu sais, le réflexe, oh yeah, IGO. Oui, ben ça, on peut. Quand même, là, tu sais, je veux dire, c'est... ça a été un gros Ouais. chunk quand C'est même. vrai. Ça continue là, avec justement là, des différentes applications. Mais le 3D, ben, c'est drôle parce qu'on en avait parlé la semaine passée. Fait que, Ah ouais? peut-être que- Parce que je trouve que le IGO, c'est l'exemple parfait d'une réussite dans le sens que ça sort de juste des mains des geeks. Ouais. Ça va chercher tout le monde. Ouais, tout à fait. Mais c'est sûr C'est une qu'on grosse avait la réussite, perception selon moi. des gens, comme en 2012, un peu les geeks du gouvernement, pourquoi sont allés là, mais en même temps, que ce soit un logiciel Igo en arrière, mais ça répond à ce qu'on avait besoin rapidement aux besoins. Mais By the way, c'est drôle parce que moi, comment j'ai découvert IGO, c'est par le portail de la CPTAQ. qui est un partenaire dans le Ouais. projet exact. Ouais. Ça existe encore, ça, le portail Déméter? Exact. Ben, c'est C'est rendu lui ça, qui est ouais. en train Ouais. d'être justement. Ah, il est en train d'être Ouais. mis à niveau. T'es très connecté, non? Il me semble que Non, mais sont c'est parce que en- moi- sont en phase là-dedans, là, justement. là, Parce que moi, j'œuvre en connaissance. beaucoup aussi en urbanisme. C'est la Zonage raison. agricole, C'est là vraiment. que ça. Tu sais, je faisais un mandat chez un client où est-ce que on avait besoin des données au niveau du territoire agricole. Puis je suis tombé là-dessus. J'ai fait, my Y avait-tu encore le God. cadastre sur Déméter? Ouais. Ouais. Il l'avait. Là, maintenant, il l'a dans Forêt ouverte Ouais, aussi. il l'a dans Forêt ouverte. Là, dans fait que- Forêt ouverte. Ouais. Ouais, c'était intéressant. Ouais, ça fait longtemps qu'il a le cadastre pour vrai. Là, sur, Déméter. Déméter, oui, Ah, ça, il ouais. était précurseur. Exactement. En effet. Ouais. Pour moi, ça, quand j'ai vu cette affaire-là, puis tu sais, il fallait que tu passes par le portail de CPTAQ. Ouais, J'étais exact. comme, Mais il y avait wow, toujours comment une ça, note- c'est là, ça? Tu sais, il y a toujours la notice très importante. C'est une Autant ben dans oui, Forêt ouais, ouverte c'est que sûr. tu ne peux. Ça, c'est super important. Ben Mais oui. souvent, avant de le sortir, si tu n'as pas ça, là, je comprends que. mais là, avec ça, les arpenteurs, il faut que tu sois arpenteur pour vraiment. Faut voir un arpenteur pour Ouais. prendre une décision.
Puis en mettant ça en rouge, en gros, peu importe, on marche sur des œufs. Quand tu touches à de la donnée cadastrale, tu marches automatiquement sur des œufs avec l'ordre des arpenteurs géomètres. Mais ce qu'on a fait au Québec, la réforme cadastrale, c'est quelque chose qui est quand même aussi intéressant. Là. Ils ont voulu exporter ailleurs. Là. Je sais qu'il y a eu des missions au Pérou, en Haïti. Puis, vous irez voir le podcast avec Orlando, président de... Non, c'est vraiment... c'est un gros podcast. Pour ça. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Ouais, ça fait plaisir. Puis, Jonathan, est-ce que tu veux nous faire tes traditionnels remerciements? Ouais, toujours aussi freestyle aussi. Merci à tout le monde qui nous suit, que ce soit de n'importe quel domaine. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Vous pouvez nous écouter sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, également dans votre voiture, sur Spotify. Donc, merci de nous suivre. Merci aux partenaires, toute la francophonie, les étudiants, les professionnels dans le milieu public, privé, etc. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, qui touche tout ce qui est géospatial, aménagement du territoire, géomatique, etc., TI, BIM, ça nous ferait très plaisir de vous recevoir. On cherche, entre autres, beaucoup des gens au niveau du BIM et de l'intelligence artificielle, je pense. Ou sinon, y a-t-il d'autres sujets que tu aimes qui... En fait, si vous êtes une femme en géomatique, on est très conscient que la représentativité à notre podcast n'est pas à point. Donc, si vous êtes une femme en géomatique et que vous voulez venir parler d'un projet, contactez-nous. Le pire dans tout ça, c'est que il y a des initiatives faites par des femmes là, qui sont vraiment incroyables. Là. Vous irez voir le podcast de Sylvie Daniel, également de Caroline Arnouk de notre première mouture. C'est des sujets qui sont super intéressants. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. Merci bien, puis à la prochaine.